Bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre magazine d'actu, culture et société tous les mardis 19h, 21h, ça bouge pas, je suis toujours So Spencer, votre go so sweet, so chill. On est là pour débriefer de l'actu, alors comme tous les mardis, venez passer 2 heures avec nous, vous allez voir c'est grave, c'est grave agréable et vous pouvez nous écouter mais aussi nous regarder sur move.fr. Comme d'habitude, je suis avec ma dream team Florence et Leïla. Ça va? Ouais, bah écoutez, aujourd'hui c'était un peu la galère. On est un peu malade en ce moment, mais moi on n'a pas le Covid. Ouais, non. Mais on n'est pas. Mais on a taffé, vous allez voir, on va faire le taf. Au menu de la pluie et le beau temps, aujourd'hui, la 37e édition du Téléthon s'est achevée ce week-end et a récolté plus de 80 millions d'euros de promesses de dons destinés à la recherche. Alors nous, on s'est intéressé à la recherche médicale et plus particulièrement à la place qui prend de plus en plus l'intelligence artificielle. Vous verrez aussi que bien qu'il soit solidement ancré dans le paysage télévisuel français, le Téléthon ne fait plus l'unanimité et ça, y compris auprès d'une frange des malades qui estiment que l'événement véhicule une idéologie validiste. Flo, tu vas nous expliquer. Avis aux amateurs de donuts, la célèbre enseigne américaine Crispy a débarqué à Paris le 6 décembre et franchement c'était la folie. C'est l'occasion pour nous de nous interroger sur notre rapport avec la malbouffe. Pourquoi les enfants sont en première ligne des géants de l'agroalimentaire? Comment le cadre de vie pèse-t-il aussi sur l'obésité? Ce seront nos questions du jour. Avec près d'1,6 milliard d'utilisateurs dans le monde, TikTok, c'est aujourd'hui l'application préférée des jeunes. Avec son algorithme spécialement conçu pour retenir l'attention des utilisateurs, la plateforme cache aussi un phénomène des plus inquiétants, Sad Talk. Ouais, et près de 50% des vidéos diffusées seraient potentiellement préjudiciables à la santé mentale des jeunes. Entre contenu dépressif, suicidaire et même challenge dangereux, on reviendra sur le côté sombre de l'application TikTok. Cette semaine marquera aussi la fin du procès de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, celui qu'on appelle l'ogre des Ardennes. Vous savez, c'était un des plus grands tueurs en série en France. Les histoires d'amour entre les criminels et les faits divers passionnent depuis toujours. Aujourd'hui, on peut plus passer à côté des youtubeurs et des youtubeuses true crime, les spécialistes en la matière. Qui sont ces créateurs de contenu qui connaissent un succès fulgurant? Tout ça et bien plus encore, c'est Dans la pluie et le beau temps, épisode 16. C'est parti. Tous les mardis, jusqu'à 21h, Move. La pluie et le beau temps. La 37e édition du Téléthon, c'était ce week-end de vendredi 8 à la nuit du dimanche 10 décembre. Alors j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que cette année, la cagnotte finale s'élève à plus de 80 millions d'euros de promesses de dons. Ça, c'est selon l'association AFM Téléthon. Et c'est le montant le plus élevé en fin d'émission depuis 2014. Donc c'est une très très belle somme. Mais c'est jamais assez pour la recherche. Donc sachez que les dons sont encore possibles jusqu'au 15 décembre. Alors déjà, le Téléthon, c'est quoi? Si on en revient à son histoire, c'est un événement unique qui a été créé en 1987 à l'initiative de Bernard Barato, qui était président de l'Association française contre les myopathies, donc la fameuse AFM, et Pierre Birambeau, qui était directeur du développement de cette association. Ils sont tous les deux pères de garçons atteints de myopathie de Duchenne. C'est une maladie neuromusculaire qui provoque un affaiblissement progressif des muscles. Et grâce à eux, le Téléthon, qui existe déjà aux États-Unis, va naître en France. Et le 4 décembre 1987 à 20h30 pétante, la musique du générique du Téléthon retentit pour la première fois à la télé sur Antenne 2. Et ça a été filmé en direct de nos studios de Radio France. Et à l'époque, Michel Drucker, Claude Sérillon, Gérard Holtz et Jacques Chancel se relaient pendant 28 heures non-stop avec le parrain américain Jerry Lewis. À cette époque, c'est la plus longue émission jamais produite en France et la somme récoltée pour la recherche va être à la hauteur du projet. On écoute tout de suite un extrait du journal TV de l'époque. Le formidable élan du cœur des Français qui ont participé au Téléthon d'Antenne 2 se traduit ce matin par un chiffre impressionnant. 181 327 459 francs de promesses de dons collectés en 28 heures d'émission. Plus de 18 milliards de centimes, c'est encore plus impressionnant dit comme ça. 18 milliards de centimes qui iront à l'Association française des myopathes. La myopathie, cette terrible maladie qui détruit les muscles du corps humain. Alors comme on n'était pas né à cette époque, même si on a connu le franc, je suis quand même allée vérifier ça équivalait à combien. Et du coup c'est l'équivalent de plus de 50 millions d'euros qui ont été récoltés cette année-là. Et depuis, le Téléthon ne s'est jamais arrêté. Chaque année, les Français sont mobilisés dans le pays et à l'étranger autour du combat des malades et des familles. Et la recherche médicale est d'autant plus importante parce que l'objectif c'est vraiment de vaincre les 7000 maladies rares qui concernent 3 millions de personnes en France. Et justement la recherche elle évolue forcément avec son temps. Donc depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle a intégré beaucoup de secteurs, y compris celui de la santé. Les chercheurs et les praticiens ont compris les avantages dans le domaine médical de cette technologie et forcément son utilisation permet de réduire les erreurs de diagnostic médical, mais pas que, ça permet aussi de découvrir des pathologies beaucoup plus tôt dans le processus médical. Leïla,
tu as des infos sur les progrès de l'intelligence artificielle dans la médecine. Est-ce que tu penses qu'au final, ces outils pourront remplacer l'expertise humaine ? Alors déjà, il faut savoir qu'en février 2023, on a ChatGPT qui a tenté pour la première fois l'examen de médecine aux États-Unis. Okay. Bon, il l'a pas eu, mais en gros, quelques mois plus tard, on a l'IA de Google qui a obtenu 67,6%, et du coup, c'est la première intelligence artificielle à avoir obtenu son diplôme de médecin. C'est hallucinant ça. Ouais, Ils ont un diplôme. Ils ont un diplôme. Et du coup, tout ça pour vous dire que la médecine contemporaine, elle se passionne pour les IA et ses progrès super rapides. Et en fait, elle peut faire ce que les médecins font déjà, mais en beaucoup plus rapide. Mhm. Et elles peuvent aussi faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, comme prédire des diagnostics à partir juste de résultats d'analyse. Et en fait, c'est ce que disait François Xavier Nissan. Du coup, il est directeur de recherche à l'Institut ISTEM. Et il était avec l'équipe de la matinale vendredi. Ça accélère hyper fortement notre travail. En fait, on va beaucoup plus vite et on trouve des pistes qu'on n'avait pas trouvées avant. On a des idées qu'on n'avait pas avant. Ça a complètement changé notre façon de travailler. Ok, après, on utilisait déjà les intelligences artificielles dans le domaine de la santé. Alors oui, quand on parle d'intelligence artificielle, ici, on parle de logiciels et de méthodes de calcul ou d'analyse. Et aujourd'hui, on peut en compter 240 dispositifs qui sont utilisés au quotidien par les médecins français. Et Jean-Emmanuel Bibaud, donc médecin et chercheur, en parlait chez France Inter. Alors il y a de très nombreux domaines. Les principaux domaines actuellement, ce sont les domaines qui sont liés plutôt à l'imagerie, c'est-à-dire à des tâches de perception, de l'analyse d'images. Donc en radiologie, pour par exemple interpréter des mammographies. Il y a eu une étude il y a à peu près 2-3 semaines qui est sortie sur le dépistage du cancer du sein fait par de l'IA. Ça marche très très bien. Il y a aussi par exemple des IA qui permettent d'analyser la radio de fracture de cheville par exemple, si vous êtes fait mal à la cheville, pour voir si c'est plutôt une entorse ou une fracture. Il y a d'autres choses qui permettent de voir si vous avez de l'arthrose. Et puis il y a aussi d'autres choses qui sont utilisées en thérapeutique, en radiothérapie, par exemple pour faire le ciblage automatique de la tumeur, puisque vous savez qu'avant de faire les rayons, on a besoin de faire un scanner du patient et ensuite de dessiner sur le scanner l'endroit qu'on va viser. Et ça, on le fait à la main la plupart du temps et on peut maintenant le faire grâce à de l'IA et on gagne de 2 à 3 heures, on passe à 2 à 3 minutes maintenant pour faire ce genre de choses. Et du coup, ces IA, elles permettraient aussi de décharger les docteurs de certaines tâches techniques et administratives et du coup au profit de la relation soignant-patient. Mais est-ce que du coup, ces intelligences artificielles, elles sont prêtes à être opérationnelles ? Alors c'est comme tout, c'est l'expérience qui nous permettra de voir si elles font leurs preuves et en vrai quelles sont leurs qualités et leurs limites. Ouais. Et c'est comme les essais cliniques pour les médicaments, c'est obligatoire parce que c'est ça qui va nous dire si les fonctions elles sont meilleures que ce qui existe déjà ou pas. Et parce qu'en fait, un système d'IA avec des données biaisées ou juste avec des erreurs, ça peut avoir des conséquences terribles. Tu m'étonnes. On a l'exemple d'un algorithme qui a été écrit à Stanford en 2016 qui en gros, il était censé diagnostiquer des mélanomes. Ok. Et en fait, il avait été entraîné que sur des photos qui avaient été faites sur peau blanche. Tiens donc. Et du coup, il se trompait dans les analyses des photos sur les peaux noires. Ouais. Donc je vous laisse imaginer les conséquences si on avait commencé à l'utiliser. Ah ouais. Après, il y a un autre enjeu à prendre en compte, c'est qu'il va falloir les contrôler, ces IA. Mais c'est un peu comme pareil dans tous les sujets qui concernent l'IA finalement. Et du coup, ça passe aussi par le contrôle du savoir-faire, parce qu'il va falloir que la France, elle mène ses propres recherches et qu'elle ne se crée pas de dépendance technologique avec d'autres pays. Et ensuite, il y a un autre aspect qu'il faudra contrôler, c'est celui, je trouve que c'est le plus important, et c'est le stockage des données des patients. Donc que ça soit des comptes rendus de consultation, d'analyse, des radios, etc. La relation de confiance entre docteur et patient, elle doit persister et elle est cruciale en fait. Mais clairement. Après, plus on a recours aux IA et moins les médecins vont être nécessaires, j'ai l'impression. Finalement, est-ce qu'on peut se dire que c'est dangereux pour la profession ? Pas vraiment en soi, parce qu'il faudra toujours des médecins pour vérifier ce que font les intelligences artificielles. Et après, il ne faut pas se mentir, je pense qu'il y a certaines compétences qui pourraient se perdre si on ne reste pas vigilant. Mais il ne faut pas que ça fasse comme un peu les additions et les soustraction qu'on a appris en primaire et qu'on continue à faire avec une calculette alors que c'est des calculs super simples quoi. Mais bon, je pense qu'avec les résultats qui seront toujours de plus en plus précis des IA, ça va un peu forcer les médecins à augmenter du coup en compétences pour vérifier que les IA elles se trompent pas tout simplement. Ouais, après c'est comme je viens de dire, pour tous les sujets de l'intelligence artificielle, il faut savoir l'utiliser à bon escient, mais dans tous les cas elle présente toujours des limites et seules ces limites là, il y a que l'homme qui peut les gérer, tu vois. Oui, après je sais qu'il y a des gens qui ont peur par exemple que l'IA dépasse l'homme, mais si l'IA elle est faite par nous,
Enfin, on Ouais. n'est pas dans un Ça, film de c'est le film, science-fiction, tu justement. vois. On en avait parlé de l'IA justement dans le Ouais. cinéma parce qu'il Ouais. disait que ça avait ça foutait en l'air les professions, etc. Mais c'est comme tout, de toute façon. Oui. Du moment que c'est géré par l'homme, bah en fait, on peut. Moi, j'ai mais pas t'es trop réticent peur. quand tu connais pas, en Oui, fait. c'est voilà. tout. Ça. Mais C'est je- l'inconnu, c'est abstrait. J'ai hâte de Et surtout, voir. c'est un truc infini. Donc, du coup, Bah, tu sais pas trop. Ouais, moi je suis curieuse de savoir dans 10, 20, 30 ans. Vous voyez? Ah, moi, je Genre- suis pas curieuse. Ah ouais? T'as peur? J'ai pas peur, mais je suis bien là. C'est déjà assez. On se projette pas trop, on est jeunes. C'est ça. Avec les filles, on fait le point sur le Téléthon et la recherche médicale, puisque comme on l'expliquait en première partie d'émission, le Téléthon a récolté ce week-end plus de 80 millions d'euros de promesses de dons pour la recherche. Je vous le disais, le Téléthon a été créé en 1987 par 2 hommes, pères de 2 garçons atteints d'une myopathie de Duchenne, une maladie neuromusculaire qui provoque un affaiblissement progressif des muscles. Du coup, depuis chaque année, les dons sont majoritairement destinés aux personnes ayant des maladies neuromusculaires, particulièrement aux enfants. Et les enfants ont une grande place dans l'histoire du Téléthon, bien sûr. Et bien que la démarche soit pour la bonne cause, eh bien, il existe des personnes contre cette émission qui veulent que le Téléthon donne une image plus réaliste du handicap en tant qu'élément normal de la vie plutôt que comme une tragédie. C'est aux États-Unis que les protestations contre le Téléthon ont émergé en 1990 exactement. Chris et Mike Ervin, qui avaient participé quand ils étaient enfants au Téléthon, eux aussi, ont créé Jerry's Orphans, un groupe de militants qui luttent pour les droits des personnes handicapées. En France aussi, bah forcément, les concernés en parlent et c'est toi, Florence, qui va nous l'expliquer. Ouais. D'abord, je tiens à rappeler que, évidemment, la recherche médicale et le progrès scientifique sont une priorité au même titre que le Téléthon a permis une mise en lumière des maladies rares. Mais là, l'idée, c'est d'apporter un peu un regard critique sur cet événement. Étant donné que moi, je suis pas une personne directement concernée, je vais simplement relayer des témoignages et des questionnements que j'ai pu lire en faisant mes recherches sur le sujet. Et je trouve que le récit de Céline Extenso est assez parlant. Donc, cette femme, elle est handicapée, elle est atteinte de myopathie, tu le disais, c'est une maladie neuromusculaire. Ouais. Et puis elle est aussi militante contre le validisme. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le validisme, c'est comme une discrimination. Il y a comme le sexisme, par exemple, qui comprend l'ensemble des discriminations qui touchent les personnes handicapées. Et c'est... En fait, on est dans un monde pensé par et pour les personnes valides. Ouais, c'est ça. Et donc, Céline Extenso, ce qu'elle explique, c'est que lorsqu'elle était jeune, au début des années 80, elle accordait une importance au Téléthon parce que finalement, ça a été un peu le seul espace où elle a pu prendre de la place et constater un élan collectif. Elle a été un fameux enfant Téléthon dont tu parlais, c'est-à-dire qu'année après année, elle incarnait le handicap médiatiquement, puis elle s'est mise à refuser pour qu'enfin, aujourd'hui, avec de la hauteur et du coup sa vision d'adulte, elle rejette totalement le concept comme d'autres anciens enfants Téléthon, au point de créer le collectif des dévalideuses qui appellent à la prise de conscience en fait. D'accord. Et en fait, eux, ce qu'ils pointent du doigt, c'est l'instrumentalisation du Téléthon finalement. C'est ça. Une des critiques qu'ils font repose sur la représentation des personnes handicapées, d'autant plus que cette représentation, c'est un peu la seule image que les gens se feront d'eux, puisque c'est l'une des rares médiatisations du handicap. Selon le CSA, on estime que la télévision ne montre que 0,7% d'individus perçus comme handicapés, alors qu'ils sont plusieurs millions en France. En tout cas, on parlait donc des enfants Téléthon tout à l'heure, qui sont par ailleurs une figure centrale. Ces enfants sont aussi, pour certaines personnes, présentés comme des appâts commerciaux pour inciter au don. Ah oui, ok, ouais, je peux comprendre. Et c'est vrai qu'il y a souvent 2 manières de raconter leur histoire. Bah ouais, c'est ça. Ce serait soit une leçon de vie, c'est ce qu'on appelle l'inspiration porn. Donc c'est l'idée selon laquelle l'histoire de la personne doit être inspirante. Donc ça va être le héros qui arrive à surpasser son handicap, ou alors prendre le contre-pied de la pitié, où là il faut sortir tous les clichés pour faire pleurer dans les chaumières. Et du coup, il y a un contraste entre ces portraits et le fait que ce soit des personnes valides qui s'occupent du show pendant l'émission. Bah oui, carrément, comme s'il n'y avait pas d'artistes, par exemple, parmi les personnes handicapées. Et ça rejoint le deuxième point sur la représentation, qui est que le Téléthon a pour ambition de financer la recherche médicale pour guérir finalement, et ça reviendrait à n'envisager que l'aspect médical et du coup négliger l'aspect social, alors qu'il y a un gros problème dans la société qui n'est pas du tout adapté à eux. On nous montre pas tant le quotidien de ces personnes, l'accès compliqué à l'éducation, le manque d'accessibilité, etc. Comme si en fait l'environnement de vie ne comptait pas par rapport au fait, entre gros guillemets, d'éliminer le handicap. Et encore une fois, ça pointerait du doigt qu'être valide, c'est un modèle à atteindre en excluant ou en dévalorisant ceux qui ne le sont pas. Mais du coup, dans ce cas, est-ce que le mot handicap a encore un sens ? C'est une bonne question, mais en tout cas, il en a parce qu'il permet d'obtenir des droits. En fait, pour l'instant, la politique du handicap de 2005, elle est imparfaite. Elle prend pas en compte les handicaps invisibles comme l'endométriose
l'endométriose, par exemple. Qui est un vrai handicap. Ouais. Et en gros, l'objectif justement de cette critique par les anti-validistes, c'est d'arrêter de jouer sur l'émotion pour de la charité, mais comme le ferait le Téléthon, mais du coup de poser des questions pour politiser le handicap et alors proposer peut-être d'autres formes de modèles moins lisses et portés par la voix de personnes concernées. Margot, elle est atteinte de syndrome d'Ehlers-Danlos. Elle en parlait sur sa chaîne YouTube Vivre avec. Elle échangeait avec Lénie, qui est membre du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Moi, je vous balance un extrait et là, c'est Lénie qui parle. Je me suis rendu compte que l'image que le Téléthon donnait des personnes handicapées avait un impact négatif sur notre place dans la société. Quand on commence à grandir, on est aussi de moins en moins à l'aise avec les regards des gens qui participent au Téléthon. On en vient même à se demander si on n'est pas là pour rassurer les personnes valides et les aider à avoir bonne conscience. Et puis en arrivant à l'âge adulte, on se rend bien compte que la santé c'est une chose, mais qu'il y a aussi tout le reste de la vie. Et le Téléthon reste concentré que sur le premier aspect, pas sur le fait de pouvoir vivre autonome ou d'avoir les mêmes opportunités que tout le monde. Et ce n'est pas lié à la myopathie ou à un handicap, mais bien à un système d'exclusion et de discrimination. Et en effet, être considéré comme des personnes dépendantes, des personnes infantilisées, désexualisées, ça a une incidence dans la vie des personnes handicapées. On leur confisque bien souvent leurs paroles et leur pouvoir de décision, jusque dans l'intimité parfois. Et ça aussi, parfois, sans le conscientiser nous-mêmes, en fait. Parce qu'on l'a tellement intériorisé. Est-ce que vous comprenez du coup pourquoi le Téléthon, ça peut gêner certaines personnes ? Moi, à première vue, j'aurais pas du tout pensé ça, tu vois. Et maintenant, quand t'en parles, je me dis, mais punaise, en fait, on parle tellement à la place de ces gens-là et on les infantilise tellement que je peux comprendre que t'as envie... Et surtout que le pire, c'est quand ça part d'un bon sentiment, mais que finalement, ça fait de la peine à d'autres personnes quand toi, t'as envie de bien agir. Et c'est vraiment le principe du validisme, en fait. Moi, je suis d'accord avec toi, Leïla. C'est vrai que d'un premier abord, on va pas forcément y penser parce que ça nous concerne pas forcément. Mais en fait, quand tu réfléchis, ils ont droit à avoir les mêmes accès que les personnes valides. Ouais, mais même juste le fait de défendre leur cause un peu tout seul aussi et d'être les porte-parole d'un événement qui les concerne. Et justement, pour se réapproprier leurs identités, on commence à entendre parler de la construction d'une crip culture. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. La crip culture, non. En gros, l'enjeu, c'est d'apporter une unité pour s'imposer, en fait. Et du coup, reprendre le terme péjoratif crip, c'est estropié, en fait, en français. Et c'est une manière de transformer, du coup, une notion dégradante en quelque chose de très joyeux, à l'instar de la communauté queer, qui à la base, ça voulait dire bizarre. Donc là, c'est un peu le même principe. Ou comme le terme pute, du coup, pour les travailleuses du sexe. Mais c'est un vrai débat. En tout cas, en France et même aux États-Unis, c'est un débat qui s'ouvre. Il y a des tweets avec le hashtag end de Téléthon. Donc, terminé, stop le Téléthon. Ça se multiplie. Mais il y a une contre-attaque aussi à ce propos. Et moi, je vais vous parler de Julia Tabat. Julia, en fait, elle est administratrice de l'AFM Téléthon, donc l'association qui a créé l'événement. Et elle-même, elle est concernée en plus. Exactement. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'elle-même, elle est atteinte d'une maladie neuromusculaire. Et pour elle, en fait, cette critique, elle n'est pas recevable. Donc, en fait, si elle avait été en face de toi, là, elle t'aurait compris. Mais tu vois, moi, dans les arguments que j'ai lus, justement, de d'autres personnes aussi touchées, ils disaient que c'était en fait tellement intériorisé que ça pouvait l'être par aussi les malades eux-mêmes. Un peu comme le sexisme. Ouais, mais je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre. Du coup, elle, en fait, Julia, elle dit, je vais la citer. J'ai lu un article, elle dit « Ce qui nous gêne, c'est que c'est un faux procès. On cherche à aider ces personnes. On ne peut pas être d'accord, mais de là à vouloir annuler le Téléthon, c'est quand même étrange. Les reportages du Téléthon montrent des enfants et des adultes dans leur vie, on les voit dans leur quotidien. L'objectif est de collecter des fonds pour la recherche médicale, donc c'est normal de présenter cette situation. L'émission expose une réalité, nous sommes malades, je suis moi-même atteinte d'une maladie évolutive et potentiellement mortelle. Il n'est pas question d'y être réduit, mais le nier ne permet pas d'avancer. Nous n'avons pas honte de la façon dont nous parlons de nos vies. Tu vois, en fait, je pense qu'en vrai, ils sont tous légitimes à raconter leur vérité. Bien sûr, quoi qu'il en soit. Sauf qu'il n'y a pas assez de vérité, en tout cas de ce que moi je comprends, tu vois. Qui contredit la norme, entre guillemets, de ce qui est pensé par les personnes valides dans la société. Mais même après, ça peut être juste le regard qui est posé sur eux en mode. Et justement, il y en a plein de la peine, regarde, ils n'arrivent pas à aller dans le métro, tu vois. Et que justement, après le Téléthon, ils sortaient dans la rue, ils voyaient des regards complètement différents sur eux. Parce qu'en fait, les gens venaient de voir le Téléthon, ils étaient genre, autant ça part d'une bonne intention, mais en fait, c'est pas ce qui est demandé, tu vois. Mais surtout, c'est horrible de recevoir de la pitié. Genre, rien que nous, on est valide, mais quand on t'accorde quelque chose parce qu'on a de la peine pour toi, parce que t'as chialé avant, t'es en mode, ça me saoule, j'aime pas trop. Alors t'imagines si c'est le regard qu'on pose sur toi au quotidien, c'est énorme. Et de la même manière, il y a aussi des personnes qui sont touchées par des maladies qu'on ne voit pas.
Ouais. Et elles aussi, c'est horrible parce que du coup, on va pas les croire. Ouais, ou tu vois. même nier le handicap de quelqu'un, c'est encore Bah ouais, carrément. Et ça, c'est des choses, on pourra jamais remettre en doute leur vérité en tout cas. Les amis, il est temps de parler food. Vous reconnaissez la musique derrière moi, bien sûr. Tellement, les Simpsons, ma vie. Bien sûr, si vous connaissez les Simpsons, alors vous connaissez probablement les donuts de Krispy Kreme, la célèbre enseigne américaine qui a fait son arrivée à Paris le 6 décembre dernier au cœur du Forum des Halles, avec une stratégie marketing des plus ingénieuses qui consistait à offrir des donuts toutes les semaines pendant 1 an. Aux 10 premiers, plus de 300 personnes ont fait la queue avant l'ouverture de l'enseigne américaine à 8h. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait la queue depuis 19h la veille. Exactement. Pour des donuts, franchement, ça ça n'a va aucun trop loin. Exactement. Écoutez juste quelques-uns des courageux qui ont bravé le froid pour l'occasion. Il paraît que vous êtes ici depuis 19h hier soir. C'est bien ça, pas une seule seconde de sommeil. Comme je suis fan de donuts, je me suis dit je pouvais pas rater ça. Alors vous êtes venu depuis quelle heure 4h40 pour voir si je pouvais avoir les donuts gratuits et je suis arrivé 48e. Pour les 10 premiers, ils avaient une boîte de 12 par semaine pendant 1 an. Je suis parmi les 50 premiers. C'est une boîte de 12 pendant 1 an mais par mois. Depuis très jeune, je suis fan des Simpsons. Et Homer Simpson, il mange beaucoup de beignets, du coup moi aussi. Vous pouvez pas louper cette ouverture. La raison, elle me tue. Alors, moi je suis arrivée 48e. Alors il m'a fait trop rire. Elle était là. Moi perso, je suis fan de donuts, mais je l'aurais jamais fait. Et vous? Fan de donuts ou est-ce qu'on l'aurait fait Fan de donuts, déjà vous kiffez les donuts? Ça va, mais moi je préfère le salé que le sucré. Ouais, moi aussi je suis plus salée. Je trouve j'ai jamais mangé un donut sans être déçue. C'est pas Donc vrai. s'il y a quelqu'un là qui est bah chaud, on va à Châtelet, ça te chauffe? Let's go. Mais moi j'y vais pas à 19h pour le lendemain. Jamais de la vie, encore moins à 4h du matin pour bouffer des donuts. Jamais de la vie. En tout cas, concernant cette enseigne, pas moins de 42 000 donuts seront fabriqués par jour sur place. Et à la fin de la journée, les invendus seront donnés à la banque alimentaire. Donc ok, c'est une belle initiative. Mais en vrai, quand on regarde ce chiffre, 42 000, je me dis que c'est juste des quantités énormes. Indécent. Voilà. Donc visiblement, les gens consomment du sucre à foison. Et justement, aujourd'hui, le sucre est partout. Et les gens sont accros à la malbouffe. Et ben, clairement, c'est quoi la malbouffe? Ben, c'est un terme qui a été inventé en 1951, parce que moi je savais pas en fait. Je me suis dit, oh la malbouffe c'est là depuis toujours. Non, c'est arrivé en 1951. C'est là depuis toujours. Ouais, non. Et ça a vraiment été considéré en 1972 avec une définition. Donc en fait, c'est tous les aliments caractérisés par une valeur nutritionnelle réduite et par une forte présence de calories, de cholestérol, de graisses saturées, de sucre blanc raffiné, de sel et de farine blanche. Ça vous chauffe ou pas? Pas du tout. Et du coup, comment vous dire qu'avec l'arrivée de McDo dans les années 60, le phénomène des fast-food a imposé une nouvelle façon de se nourrir. Et selon toi, Leïla, juste pour toi, à ton avis, c'est qui? Ouais, à ton avis, c'est qui les premières victimes en France? Bah les kids, les enfants. Les gosses? Bah ouais. Exactement, les gosses. Parce qu'en fait, ce sont les premiers, comment dire? Cibles. Ouais, mais c'est les gens qui vont pouvoir potentiellement être tout de suite attirés. Accros, surtout. Voilà. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir entendu depuis des années ce genre de pub à la télé, dans les médias, à la radio. Pour bien grandir. Oh là là, c'est haut. Mange au moins 1, 2, 3, 4 et 5 fruits et légumes par jour. Du coup, ça va pouvoir être affiché partout. Un enfant sur 6 est quand même en surpoids ou obèse en France. Et ça, Flo, c'est l'ONG Foodwatch qui nous l'a rappelé suite à son enquête sur le marketing de la malbouffe qui cible les plus jeunes. Bah, la France, aïe, pays aïe. de la gastronomie et pourtant qui n'a aucun scrupule à empoisonner les gosses à base de céréales, burgers, soda, bonbons, glaces et autres aliments pas dingues. Justement, tu le disais, il y a l'ONG Foodwatch qui a mis en lumière ce fléau dans une enquête sur les produits trop gras, trop sucrés, trop salés qui ciblent les enfants du matin au soir et qui sont commercialisés par les géants de la malbouffe. Résultat, des enseignes comme McDo, Burger King, Nestlé, Lindt et autres incitent à consommer des produits très 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 mauvais pour la santé. Mais pourtant, toutes ces anciennes, elles sont signataires de la charte d'engagement volontaire. Oui, mais Ouais, du coup, y a un cette mais. charte, c'est des bêtises parce qu'elle a été construite par eux-mêmes. Donc en gros, c'est vraiment un livre blanc qui engage à ne plus faire de marketing ciblant les moins de 13 ans, sauf pour les produits qui respectent des critères nutritionnels qu'ils se sont donc fixés eux-mêmes. Wow. Pour autant, ces produits ne sont pas du tout conformes aux recommandations nutritionnelles de l'OMS. Du coup, c'est clairement pas du jeu. Bah non. Et quand Foodwatch a épluché du coup 228 articles, ils ont constaté que 90% ne devraient pas faire l'objet de marketing. En plus, quand on pense malbouffe, on pense aussi fast-food. Et même s'il n'y a pas que ça, mais du coup, la France c'est devenu vraiment un véritable paradis pour les fast-food, alias les restaurants préférés des enfants. Les chiffres sont édifiants. On dénombrait 45 000 enseignes en 2020
2022, pour la plupart américaines. Parmi les dernières venues, du coup, on a le géant Wendy et son sandwich aux 6 tranches de bacon. On a Popeye ou encore Krispy Kreme. McDo, c'est sûrement la plus célèbre de ces enseignes. Et d'ailleurs, la France est son 2e marché mondial. Et c'est délirant parce que selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, le premier contact chez McDo, il s'établit à 8 ans ou moins. Et un jeune sur 5... Ouais, je pense aussi moi. En tout cas, c'était moins. Et du coup, un jeune sur 5 a réalisé son premier rencard là-bas. Je trouve ça son premier date au McDo. C'est chou quand même. Et au-delà de ça, on a tous le souvenir de camarades de classe qui fêtaient leurs anniversaires. La base. Bah ouais, c'était vraiment la base. Vous avez déjà fait votre anniversaire à McDo ou Bien sûr. Ah ouais, moi non. non. Base. Ah ouais. En vrai, moi, j'ai Moi, toujours jamais. trouvé un peu genre bizarre. Ah ouais, moi quand j'étais petite, il y avait même Ronald. Ronald, c'est ça, il s'appelle Ronald. Le mec avec Moi, il me faisait trop peur. Ouais, il J'étais pas était bien. là. Ouais. Moi, je regarde des souvenirs magnifiques. Après, il y avait Flanch aussi. Moi, quand j'étais petite, quand il y avait genre le clown de McDo, je coupais tout avec cette enseigne. T'es phobique des clowns. Non, mais lui, en vrai, il fait rep. Mais avec ses grandes chaussettes et tout, son pyjama trop petit. Mais ça se voit, c'est un tueur en série. On en viendra après. En tout cas, tout ça pour dire que c'est vraiment une habitude culturelle hyper ancrée en France. Et vous, justement, est-ce que c'était votre truc, pas que McDo anniversaire, mais en général la malbouffe quand vous étiez enfant? Non. Moi, mes parents, ils faisaient très attention à ce qu'on mangeait. Ils cuisinaient tout le temps et tout. Ok, bien. Moi, des deux côtés de ma famille, on mange très bien. Donc, je suis vraiment team plat fait maison. Ceboujen, pâtes, les pastas. La base. Moi, j'avoue. Toi, t'étais méga capricieuse et on cédait quoi. Toi, t'étais une enfant atroce. Voilà. De temps en temps, tu vois, mais pas tout le temps. Tu sais, les enfants qui pleuraient devant le McDo. Parce que moi, je pleurais devant le McDo, mais j'y allais jamais. Ouais, tu sais le truc de quand tu dis on peut manger au McDo et ta mère elle dit bah non il y a des restes. Bah ouais. Non mais en tout cas en même temps ça donne trop envie. On baigne dans un environnement obésogène. Du coup, oui. Donc quand on est enfant, entre les cadeaux offerts à l'achat, comme dans les menus enfants par exemple, ou les publicités avec des mascottes un peu marrantes, une maman évoquait cette problématique justement dans l'émission Tout compte fait. Le prince, c'est un dessin animé. Ça fait penser à un dessin animé. C'est un personnage sympa qu'on pourrait très bien retrouver dans un dessin animé. Le petit personnage Chocobon, il est sympathique, c'est pareil. On dirait un petit personnage de fiction qui pourrait être une petite figurine aussi, qu'elle pourrait avoir. Et elle a raison, tu vois, tous les emballages ou gâteaux. Moi, je me sens, j'aimais trop la tête des BN. Enfin, il y avait un truc de... Bref. Trop chou. Et du coup, en ce moment, les opérations qui cartonnent, ce sont des partenariats avec des influenceurs. Par exemple, là, récemment, on a eu la collaboration Oasis Fit Joule. Et déjà, la pub Oasis de base, elle est folle. Ouais, c'est trop bien, leur pub, c'est trop fort. Mais là, c'était les mêmes petits fruits un peu fun, donc grimés en Joule avec son bob et sa sacoche. Il a un bob, là, c'est une orange. C'est ça. Et dans le clip, tout ce beau monde sans canaille sur le titre tropical du rappeur. Ça veut des palettes dans la sacoche. Elle commence à aimer Joule, So. C'est comme ça, non? C'est ça. En tout cas, sacrément vendeur. Et quand t'es parent, tu finis par céder... Souvent, pas pour vous, mais ça marche. Surtout qu'à cet âge-là, t'as pas du tout le recul nécessaire pour capter que c'est pas du tout bon pour toi. Ouais, et que c'est surtout pour ça qu'ils le font. Et à fond. Et finalement, en fait, ce matraquage gâche totalement les efforts d'éducation et crée des préférences alimentaires catastrophiques qui sont parfois durables et qui deviennent des habitudes. On retrouve dans le top 3 des plats les plus consommés en France hors domicile, du coup dans l'ordre pizza, burger, kebab. Donc c'est vraiment que ça reste en fait ancré dans le temps. Vous, c'est quoi votre rapport à la malbouffe aujourd'hui une fois adulte? Moi, je reste team plat fait maison, mais j'avoue de temps en temps quand t'es KO, t'es sorti ou t'es en vacances quoi que ce soit, ça passe toujours, tu vois. Moi, j'adore la malbouffe. Vraiment, je me régale en mangeant. C'est bon, c'est bon, clairement. Mais je pense que là, je vieillis parce que je suis plus genre mes sorties. Elles sont plus en mode viens on va dans un resto, tu vois. Voilà, et même si tu peux te faire livrer, moi je sais que je préfère me faire livrer même des aller plats. dans un resto mais prendre un coca, malbouffe. Moi j'adore ça. Non, ça va c'est pas. la même chose. Donc coca que tu le prennes au McDo ou dans le bistrot du coin, c'est toujours du coca, bien sûr. Après, en même temps, on n'est pas des mangeurs libres, on a été façonnés à ce truc-là et c'est dommage qu'il n'y ait aucune règle efficace en fait pour l'encadrer alors qu'il s'agit vraiment d'un enjeu de santé publique. On estime, comme tu disais, qu'il y a un enfant sur 6 qui est obèse ou en surpoids en France. Ça peut entraîner des problèmes comme des difficultés respiratoires ou même des problèmes psy. Il faut savoir qu'à l'âge adulte,
70% d'entre eux ont des chances de le rester en fait. Et du coup, un enfant sur 6 est un potentiel futur malade. Puisqu'en fait, sur le long terme, ça engendre des risques tels que des maladies comme le diabète de type 2, des maladies cardiaques ou encore des cancers. Ajouté au fait qu'en plus, les enfants aujourd'hui sont de plus en plus sédentaires. Donc c'est tout un c'est un cercle vicieux. En vrai, quand tu dis qu'un enfant sur 6 est un potentiel futur malade, on s'en rend compte, mais ça fait grave froid dans le dos. C'est chaud de fou, sachant qu'on sait que les maladies aujourd'hui, elles sont, on a de plus en plus. Et en fait, moi j'ai aussi des chiffres qui ont été donnés par l'OMS cette année. La proportion de personnes obèses dans notre pays pourrait atteindre 25 à 29% dans les années à venir. À un moment donné, je pense que le gouvernement devrait sérieusement agir. Et justement, en avril dernier, il y a une professeure de nutrition qui a rendu au gouvernement un rapport complet dans lequel elle recommande 40 pistes très concrètes pour lutter contre cette maladie. Cette dame, c'est Martine Laville, et dans son rapport, elle a préconisé donc 40 pistes, mais avec 4 grands axes. Mieux prévenir du coup pour diminuer le fléau de l'obésité en agissant prioritairement sur les milieux défavorisés, de mieux soigner grâce à l'accès à des soins adaptés pour les personnes obèses, d'investir dans la recherche et l'innovation pour pouvoir mettre au point des traitements adaptés et surtout d'investir prioritairement dans les outre-mer. On a décidé de nous intéresser à la malbouffe, un fléau qui touche au moins depuis les années 60 avec l'arrivée des fast-food. Et juste avant la pause musique, Flo, tu nous expliquais pourquoi les enfants sont les cibles principales des géants de la malbouffe. Si l'obésité est un problème de santé publique mondiale, dites-vous qu'en fait, les cas ne cessent d'augmenter. Et d'ailleurs, en 2023, selon l'OMS, depuis 1975, le nombre de cas d'obésité a presque triplé à l'échelle planétaire. Du coup, l'obésité a des conséquences graves puisqu'elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de troubles musculo-squelettiques ou encore de nombreuses formes de cancer. Vous l'avez compris, son impact sur la santé des populations et son coût économique et social sont juste considérables. Tout à l'heure, Flo, tu nous as parlé des enfants. Et j'ai des chiffres qui sont assez inquiétants pour l'Europe. Une étude de l'OMS indique que 29% des enfants entre 7 et 9 ans présentent un excès de poids. 12% d'entre eux sont atteints d'obésité. Et il semblerait que ça touche davantage les milieux populaires, et ça dans le monde entier, bien sûr. Et Leïla, tu as des chiffres. Oui, par exemple, aux États-Unis, donc selon le ministère de l'Agriculture, le taux d'obésité chez les jeunes est de 20%. Donc ça veut dire qu'il y a environ 15 millions d'enfants et d'adolescents obèses. Mais en gros, si on analyse bien ces chiffres, on peut voir qu'il y a de grosses disparités donc géographiques, comme quand on voit que le taux d'obésité il est plus élevé dans le sud du pays, alors que qui regroupe en fait 9 des 10 États les plus pauvres du pays. On peut aussi observer des disparités financières. Par exemple, 33% des adultes qui gagnent moins de 15 000 $ par an sont obèses. Mais ce qui m'a vraiment interpellée, c'est les disparités ethniques du coup. L'obésité touche plus les Afro-Américains, donc avec un taux moyen de 47,8%. Ensuite, les Hispaniques avec 42,5%. Et puis les Blancs avec 32,6%. C'est ouf ça. Et pourquoi il y a des différences aussi grosses comme ça entre les communautés ? En fait, je ne saurais pas tout expliquer, mais je sais par exemple qu'ils sont plus à même, tu vois, de consommer des produits de malbouffe. C'est-à-dire ? En gros, tout simplement parce que les publicités d'aliments de malbouffe les ciblent particulièrement. En 2017, par exemple, 86% des dépenses publicitaires pour les programmes ciblant du coup les Noirs et les Hispaniques étaient pour de la malbouffe. Et les programmes télévisés qui s'adressent aux jeunes Noirs et Hispaniques font pratiquement exclusivement du coup la promotion de restaurants rapides, de boissons sucrées, de bonbons ou d'aliments mauvais pour la santé. Et en 2013, par exemple, les jeunes Noirs voyaient 70% de pubs pour la nourriture de plus que leurs camarades blancs. Et en 2017, cet écart il est passé à 86% du coup chez les enfants et 119% chez les ados. Et tout ça, en fait, ça a contribué à la mauvaise santé des communautés ciblées. C'est ouf. Et est-ce que ça, c'est un truc que les marques assument ? Bien évidemment que non. En gros, ils se défendent juste en disant que c'est le commerce et que si, en gros, il y a des communautés qui consomment plus que d'autres, c'est normal que ça soit sur elles qu'on mise pour vendre. Mais en fait, si elles portaient vraiment de l'importance à leurs consommateurs, les entreprises, elles assumeraient que leur publicité, elles encouragent une mauvaise alimentation. Et de nombreuses associations demandent à ce que du coup, la lutte contre l'obésité bénéficie d'autant de moyens que la lutte contre le tabagisme, par exemple. Bien sûr. Et en France, est-ce que c'est la même chose aussi au niveau des inégalités dans l'obésité ? En fait, en France, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on ne fait pas d'études ethniques, mais on a quand même trouvé un lien entre obésité et précarité. Et du coup, selon l'étude de l'Institut Esteban, les obèses, ils sont 4 fois plus nombreux chez les enfants d'ouvriers que chez les enfants de cadres. Ah ouais. Et en gros, cette même étude, elle montre que 60,8% des hommes et 53,4% des femmes dont le niveau d'études est inférieur au bac sont en surpoids ou obèses. Et en fait, il y a une trentaine d'années, être gras, c'était un peu un signe d'opulence et de richesse. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Du coup, l'obésité, c'est un vrai marqueur social qui définit les populations les plus défavorisées. Mais aussi, il y a l'idée que, par exemple, bien se nourrir, ça coûte cher. Alors que pas nécessairement, mais c'est une habitude. Oui, c'est une idée. Et il y a aussi le fait que
juste l'éducation nutritionnelle, c'est quelque chose qui est pour les privilégiés quand c'est vrai. Et on la fait pas du tout à l'école en plus. Oui. C'est vrai. Et ça, comment on l'explique ? En fait, tout simplement parce que du coup, quand on a des soucis financiers, comme tu disais, Flo, et qu'on est occupé par les difficultés du quotidien, en fait, on fait l'impasse sur les choix alimentaires et on a accès plus difficilement à une alimentation saine et variée. Et en fait, les personnes avec le moins d'argent, elles privilégient l'achat d'aliments à haute densité calorique. Et parce que dans l'esprit de tout le monde, si tu te nourris de graines, tu vas pas te remplir le ventre comme si tu te nourrissais de pâtes avec une sauce super calorique, etc. Ça va pas tenir super longtemps. Et en gros, pour les enfants, certains parents, ils ont pas toujours les moyens ou le temps de les inscrire dans des activités physiques ou juste à mettre l'accent sur l'éducation nutritionnelle dont on parlait tout à l'heure. Et pour les parents en détresse aussi, en détresse économique et sociale, la nourriture, c'est souvent un des seuls moyens pour faire plaisir à ses enfants. C'est un moment de partage. Et si t'as ton enfant qui a super envie d'un truc parce qu'il a vu la pub à la télé et que t'as pas les moyens de lui offrir d'autres choses dans l'année, ou que ça soit des cadeaux ou des vacances, etc., tu vas te replier sur ça et c'est un truc qui va vous rendre heureux tous ensemble. Clairement, surtout si c'est plus accessible et c'est moins cher, tu vois, surtout aujourd'hui avec l'inflation. Oui, mais moi je trouve que ça devient aussi un produit de luxe. De ouf. La bouffe. Franchement, les fast-food et tout, quoi, c'est. Même ça, mais ça a le prix des menus, mais ça en fait, a grave augmenté. Je trouve que ça a grave augmenté, mais ça reste aussi super pas cher. Enfin, tu vois, si on prend l'exemple du McDo, t'as des menus à 4,95. C'est quoi, c'est 5 €? À peu près, ouais. Mais le problème, c'est que tu vois, t'as faim après. Enfin, tu manges, mais après, genre une heure, donc en fait, 5 € plus 5 € plus 5 €. Et encore, ça, c'est pour les menus, je crois, d'entrée de gamme, il me semble. Mais il y a des menus qui. Non, mais vont dans le sens où balles. peu importe ton budget, tu peux quand même te retrouver dans un fast-food et manger, quoi. Oui, tu peux. Bon, après, moi, j'ai toujours été team, genre, t'as 10 balles, tu vas à Carrefour et t'achètes. Tu vois ce que je veux dire? T'achètes le tout pour faire un sandwich et après, t'en as encore pour après. La technique, après, je pense qu'il y a aussi une histoire de temps dans ces familles-là, tu vois, où je sais pas, c'est. Imaginons une mère célibataire qui a pas le temps de faire une grosse tablée. Ouais, c'est clair. Et puis même si t'es KO, enfin, tu rentres d'une journée de travail où t'es KO, t'as pas forcément envie de te foutre derrière des fourneaux. Mais je peux comprendre, c'est pareil comme les boîtes de conserve. C'est à peu près la même chose. Bon, il est 19h51, vous écoutez La pluie et le beau temps, l'hebdo qui décrypte l'actu, culture et société. Il y a une expression qu'on aime bien mettre sur les réseaux. Vous savez quand on snap notre plat, qu'on va au restaurant, c'est yummy. Hashtag yummy. Moi, je l'ai jamais utilisé. Moi non plus. Moi, je suis la team no. Après, moi, j'ai jamais pris en photo mes plats. T'es pas de ce genre de gens là qui se snap. J'avoue, je suis grave coupable. J'aime trop mettre l'emoji yummy, justement, tu sais. Toi, t'abuses. Moi, je suis entre les deux. Si je prends une belle photo, vas-y, ça passe. Et pourquoi faire pour qui? Genre, quelqu'un te dit. Pour moi, j'envoie grave à ma mère en mode. La chance, t'es partie dans quel resto? Attends, non, je te donne l'adresse. Moi, j'envoie de ouf à ma mère en mode regarde, j'ai goûté ça, c'était délicieux. Et là, on va s'intéresser à un sujet qui nous touche forcément en tant que jeunes consommatrices des réseaux sociaux, l'impact de TikTok sur la santé mentale des jeunes. On a décidé d'axer la première partie du sujet sur la libération de la parole, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai, les réseaux ont démocratisé le fait de parler de santé mentale de manière plus libre. Selon une étude réalisée par TikTok à l'occasion de la journée de la santé mentale, c'était le 10 octobre dernier, 36% des jeunes entre 18 et 24 ans pensent que leurs amis et leur famille les jugeraient s'ils parleraient de leur santé mentale. Heureusement, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience et ce réseau très largement utilisé par les jeunes fait de la santé mentale une de ses priorités. Du coup, TikTok met en avant des ressources fiables avec les hashtags mental health, donc la santé mentale en français, ou encore stress relief. Le réseau fait aussi collaborer des experts et pas mal de créateurs de contenu pour inciter les jeunes à parler de la santé mentale de manière responsable. Il y a plein de comptes qui sont dédiés à ça. Par exemple, il y a Musae Tomorrow qui aborde la question de la santé mentale de manière à dédramatiser et à démocratiser le sujet. On écoute tout de suite Christelle, la fondatrice du média. À la base, c'est un média que j'ai créé parce qu'en fait, je cherchais des ressources sur la santé mentale avec un angle positif, sociétal, accessible et surtout pas flippant. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, la santé mentale en France, c'était un sujet tabou ou alors complètement stigmatisé. Et voilà, j'ai décidé de créer le média dont moi, j'avais besoin à un moment donné pour avoir en fait un angle accessible et sociétal sur la santé mentale. Il y a aussi Nightline, l'association qui propose une ligne d'écoute à destination des étudiants. Il y a encore la psychologue Delphine Pi qui utilise l'humour et des mises en scène pour traiter le sujet de manière ludique. Je peux pas porter ça, on va me juger, c'est trop voyant. Trop drôle, ça me fait penser à une super blague. Non, Delphine, dis pas ça, on va se moquer. Waouh, j'adore cette chanson. Ah non, je danse pas, non, je vais avoir l'air ridicule. Et tout ça à cause de quoi? Eh bien de ces voix que tu entends dans ta tête. On peut identifier 3 types de pensées. Ce que je pense de moi, ce que je pense des autres et ce que je pense que les autres pensent de moi.
c'est compliqué. Hein. Et ces pensées peuvent déclencher des peurs qui bloquent ton action. Parce que tu les écoutes trop, tu les crois et même tu leur obéis. Observe déjà tes pensées. Tu peux même les écrire. Qu'est-ce qu'elles te disent de faire ou de ne pas faire ? Tu trouves pas ça dommage de t'empêcher de vivre à cause d'une pensée ? Dis-moi en commentaire si tu veux des pistes de solutions. Bref, vous avez vu, il existe plein de comptes et ce qui plaît beaucoup aux jeunes aussi, c'est le fait que de nombreuses personnalités publiques, des stars qu'ils suivent et que souvent ils idolâtrent, se sont mis à dire leur vérité aussi. Alors je pense bien sûr au chanteur Stromae qui s'est confié à cœur ouvert après des années d'absence pour guérir sur son combat contre les pensées suicidaires, ou encore à Selena Gomez qui a aussi levé le voile sur ses troubles bipolaires, la dépression et son anxiété. Énormément de stars sont concernées par le sujet. Les filles, vous avez des noms en tête de personnalités publiques qui ont parlé publiquement de leur santé mentale? Oui, il faut que ça me revienne. Vas-y, là. Il y a Britney, hein. Ouais, exactement. Britney Spears. Mais elle en a parlé, mais on les a constatés avant. Ouais, c'est ça. Non, mais dans le sens où elle a souffert, la poteau. Exactement. Après, il y a des stars qui choisissent d'en parler eux-mêmes, et il y a des stars qui n'en parlent pas, et en fait, ça vient naturellement, comme Kanye aussi, Kanye West, Britney Spears. Ça montre en tout cas, dans tous les cas, qu'il n'y a aucune honte à être touché, que ça concerne absolument tout le monde. Alors, ces démarches, elles sont plutôt positives, bien sûr, parce qu'elles permettent de lever le voile sur un vrai sujet. C'est vraiment un levier de déstigmatisation. Par contre, en fait, la profusion de tous ces contenus a aussi des inconvénients majeurs. Il y a un risque, et le psychiatre Christophe Dubien du CHU de Lille le dit très bien, je le cite: attention au risque d'autodiagnostic. Le risque, c'est que tout le monde se trouve quelque chose. En gros, TikTok aggraverait les problèmes de santé mentale existants chez les jeunes utilisateurs. Et Flo, c'est l'objet du dernier rapport d'Amnesty International. Ouais, déjà, il faut savoir qu'on est 21 millions. C'est le nombre de Français qui utilisent TikTok, et les 4-18 ans, ils passent en moyenne 2 heures par jour. On a tendance à penser que TikTok, c'est des danses, des drôleries, etc. Mais en fait, c'est beaucoup de contenu plus sérieux, comme tu le disais, sur la santé mentale. Et du coup, cette enquête qui a été réalisée par Amnesty a dévoilé un côté beaucoup plus sombre de la plateforme. En fait, ils ont créé un compte en se faisant passer pour un jeune de 13 ans. Et au bout de 5 ou 6 heures passées dessus, ils se sont rendus compte qu'un contenu sur 2 était en fait nocif pour la santé. Et d'autant plus s'ils s'intéressaient à des contenus sur la santé mentale. Mais exactement, en fait, c'est ça, c'est l'effet spirale, c'est-à-dire qu'on scrolle, et lorsqu'on s'attarde sur un type de contenu, l'algorithme se met à nous proposer du contenu entre guillemets qui nous ressemble, et c'est assez similaire à la bulle de filtre de Twitter par exemple, qui peut te faire croire que tout le monde est woke alors que c'est simplement tes propositions. Bref, au bout de quelques minutes, la moitié des vidéos du feed est en rapport avec la santé mentale donc, et ensuite au bout d'1 heure seulement, on peut carrément se retrouver face à des vidéos qui idéalisent les troubles alimentaires, l'automutilation ou même le suicide. Est-ce que vous, justement, vous avez TikTok? Et vous êtes déjà tombé sur ce genre de contenu en scrollant? Jamais. Moi, non, j'ai que de la SMR. Moi, j'ai que de la bouffe. J'ai de la SMR ou du rap. J'ai peut-être du rap en ASMR. Moi, j'ai de la bouffe, des hauls, des trucs de faits divers. Et voilà. En fait, comme ça nous concerne pas, forcément, on va pas voir ce contenu. Donc, notre moi, dès qu'il y a un truc qui me saoule, je m'ai pas intéressée. Et du coup, ces vidéos, c'est même des sous-catégories sur TikTok qui prennent l'espace parce qu'on peut les trouver sous l'appellation Sad Talk ou encore Pain Talk. Ouais, et en fait, le fait que TikTok il personnalise à outrance et par défaut du coup le profil de ses utilisateurs, ça mène à une spirale négative hyper dangereuse. Et parce que finalement, ça aggrave les problèmes de santé mentale existants chez ces personnes qui s'y intéressaient à la base et qui étaient potentiellement là pour en fait trouver des réponses à leurs questions. Et il y a même des enfants qui en viennent jusqu'au suicide justement après avoir regardé ce type de contenu. Non mais ça c'est terrible. Non mais vraiment c'est terrible, sachant qu'en plus il y a aussi des gens pas du tout professionnels qui tirent complètement profit de cet algorithme. Ouais, complètement, c'est-à-dire que ça aggrave la santé mentale de ceux qui ont déjà des problèmes, mais ça peut aussi pousser à des jeunes à s'auto-diagnostiquer, parfois à tort, et c'est vraiment devenu en fait le doctissimo des troubles mentaux. Aujourd'hui, on y trouve vachement des vidéos qui les abordent sous forme un peu de gag, en mode 6 signes qui montrent que tu es borderline, ou même... Baisse un doigt si t'oublies tout le temps, baisse un doigt si t'es fatigué même quand t'as bien dormi. Tu es peut-être TDAH. Et en fait, c'est hyper populaire ce genre de quiz pour s'auto-évaluer en 30 secondes. Et en fait, c'est comme l'astrologie, tu vois, tu te reconnais dans certains trucs parce que c'est basique. Mais je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'être fatigué, même quand on a bien dormi. Et ça veut pas forcément dire qu'on souffre d'un trouble. Et même des fois, t'as des périodes juste où t'es fatigué tout le temps. Mais est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de douter de votre santé après avoir vu un contenu Non. Encore moins sur TikTok. Baisse les doigts, mais vraiment pas. Vraiment pas. Et du coup, en fait, aujourd'hui, ça devient limite une mode en fait chez les
ados. moi, des fois, quand il y a des interviews de gens qui disent ouais, je me sentais mal. Pareil, j'ai déjà douté tellement fort. Et en mode, tu vois, moi, pas forcément sur TikTok, tu vois, mais genre, je vais lire et tout, je vais dire. Punaise, mais moi aussi à ce moment-là j'allais mal. Tu as tous les symptômes et t'es là. Peut-être que j'ai fait une dépression de 2 semaines. Ouais, exactement, je suis trop d'accord. Mais oui, comme tu disais, ça devient limite aussi une mode chez les adolescents en fait d'être psychiatrisés. Et en fait, ça passe du coup d'un tabou à un phénomène de masse qui génère des clics. Le hashtag TDAH, qui signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il a généré 4 milliards de vues. Le hashtag bipolarité 7 millions, ou encore le hashtag dépression 15 millions. Donc c'est énorme. Et d'un côté, en fait, c'est positif parce qu'aujourd'hui, on peut en parler publiquement, mais d'un autre côté, le fait que ce soit autant glamourisé, c'est pas une bonne chose du tout, étant donné que ce sont pas des choses légères et que ça nécessite plusieurs bilans chez un professionnel de santé. Bien sûr. Et moi, je suis consciente que l'autodiagnostic, c'est important pour certaines personnes, surtout si elles ont besoin de mettre des mots sur leurs mots et que ça peut les aider à en parler ou quoi. Mais en plus de pas forcément tomber juste, la tendance à vouloir tout psychiatriser, c'est aussi hyper néfaste en fait. Soit ça inquiète une partie de la population qui n'était pas concernée comme nous ça a pu le faire, ou ça peut faire encore plus souffrir des personnes qui surestiment du coup la gravité de leur propre maladie en fait. Ouais, exactement. Après, c'est ce que disait le psychiatre que j'ai cité tout à l'heure, Christophe Debien du CHU de Lille. Attention au risque d'autodiagnostic, parce qu'en fait, au final, le risque, c'est que tout le monde se trouve quelque chose. Bah oui, et puis même parfois mettre un mot sur une pathologie, ça n'a pas grand intérêt parfois, tu vois, en psychologie. Non, c'est clair. Au final, franchement, la meilleure chose à faire en cas de doute, c'est clairement d'aller consulter un professionnel de santé pour établir un diagnostic. N'oubliez pas justement, il existe plusieurs possibilités. Vous pouvez demander à votre médecin traitant une liste des spécialistes qu'il vous recommande. Demander l'avis d'un proche de confiance, ça peut toujours servir. Vous pouvez aussi prendre contact avec un organisme local ou national de santé mentale, il en existe. Vous pouvez aussi vous rapprocher des associations professionnelles qui disposent d'annuaires de professionnels de la santé mentale dans votre région, dans votre ville ou pas très loin de chez vous. Il y a aussi un numéro qui est très important, c'est le 3114. C'est le numéro national de prévention du suicide. Il est gratuit, accessible 7 jours sur 7 et bien sûr 24 heures sur 24 en France. On parle de santé mentale avec Florence et Leïla, un sujet sur lequel il est important de libérer la parole. Flo, tu nous as expliqué le phénomène SatTok qui met du coup en lumière le côté sombre du réseau social. En tant qu'utilisateur ou utilisatrice, on peut facilement tomber dans une spirale négative, dangereuse ou même pire, se faire aborder par des personnes qui cherchent à tirer profit des situations de détresse. Et on s'est aperçu que les troubles alimentaires, l'automutilation ou encore même le suicide sont des thèmes largement répandus. Alors je rappelle quand même que TikTok, c'est 22 millions d'utilisateurs en France, donc 47% ont entre 13 et 24 ans. L'application, elle est quand même interdite aux moins de 13 ans, mais 63% des enfants de 13 ans l'utilisent. Voilà. 45% aussi des enfants de 11 à 12 ans l'utilisent. Donc c'est énorme. C'est énorme. Alors la grande question, ce sont les risques psychologiques pour ces enfants, et c'était aussi l'objet du rapport d'Amnesty. Si on a tendance à croire que TikTok, c'est que des vidéos drôles, de danse, comme tu disais tout à l'heure, des hauls, des ASMR et tout, en fait, il existe beaucoup de dérives, dont les fameux challenges. On écoute un extrait du reportage Les dangers de TikTok sur Arte. Par exemple, certains challenges peuvent vous envoyer à l'hôpital, voire vous tuer. En Italie, une petite fille de 10 ans a perdu la vie en participant à un challenge de l'étranglement. Vous avez bien entendu le challenge de l'étranglement. Excusez-moi, mais juste déjà le nom. Alors Leïla, je sais que tu as des infos sur ce fléau des challenges TikTok qui mettent en danger les jeunes. Ouais, alors en fait, on a des exemples de challenges dangereux sur TikTok, mais il y en a vraiment énormément. Je vous en ai listé quelques-uns. On a pu voir celui qui consistait du coup à s'immoler avant de se jeter à l'eau. Celui qui était de l'étranglement, là, celui de retenir sa respiration le plus longtemps possible, ou encore mettre de l'eau de javel dans ses yeux pour les éclaircir. Mais non. Donc bien évidemment, ne faites pas ça chez vous. Et c'est fou la facilité du coup avec laquelle les plus jeunes ils peuvent se retrouver confrontés du coup à ce genre de contenu, quoi. Et surtout, t'as tellement envie de prouver à leur âge, donc t'es là, mais bien sûr que si. Ouais, mais bon, c'est ouf parce que TikTok, c'est quand même une des plateformes sur laquelle la modération est la plus stricte. Ouais, mais en fait, elle est stricte quand ça concerne les images de violence ou de sexe, mais directement, tu vois. Donc, mesurer la dangerosité de ce type de challenge, c'est plus compliqué du coup pour l'algorithme. Et en fait, TikTok est la plateforme privilégiée pour ce type de challenge parce qu'en fait, c'est des vidéos que t'as pas besoin de modifier, c'est des trucs assez courts et tout. Et vu que les vidéos sont courtes, ça pousse les utilisateurs à faire preuve d'encore plus d'originalité du coup pour retenir l'attention des scrollers, comme on
les appelle. Et le vrai problème, en fait, c'est pas les images, mais c'est surtout l'aspect ludique qu'on donne à ce type de challenge, parce que du coup, tout est fait pour qu'on perçoive pas le danger. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des challenges comme ça, genre le truc de s'immoler? Non, jamais. J'ai jamais vu ça. Moi, c'est pour j'ai ça que ça me pas choque. TikTok, mais ça me rappelle les jeux de cours de récré qui peuvent aussi être hyper Ouais. dangereux. Mais après, je sais pas, je pense que tout ce qui est sur TikTok va sur Instagram à un moment donné. Oui. Et sur Instagram, j'ai vu un challenge en ce moment où tu es sur un immeuble et tu sautes sur un lampadaire pour atterrir par Ouais, terre. moi aussi j'ai vu ça. C'est quoi le challenge du Yamakasi ou quoi? C'est quoi? Ouais, Je sais, challenge moi, je trouve ça parcours. fou. Sérieux? Non, mais c'est dingue. Mais il y en a tellement, et il y a même des challenges qui ont provoqué des vagues de suicide. Ouais, S'il vous plaît. on a le Blue Whale Challenge. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc ça date de 2015 et en fait il y a un journal russe qui est Novaya Gazeta qui estimait qu'en fait il était responsable de 80 suicides d'adolescents sur 130 observés en Russie entre novembre 2015 et avril 2016. Et en fait le challenge a consisté à réaliser 50 tâches en 50 jours et en finissant par la scarification puis le suicide le dernier jour. Et en fait ce défi il est horrible parce qu'il s'est diffusé à travers le monde. Donc en France il n'y a pas eu de victimes avérées. Mais on a eu quand même plusieurs signalements. Et le pire, en fait, c'est que le créateur de ce challenge-là, il était bien conscient du danger vu qu'il l'a pas fait lui-même. Et donc, il a été condamné à 3 ans de prison. Après, il y a un truc auquel je pense, et tu l'as dit tout à l'heure par rapport au cours de récré, les jeux dangereux, les enfants, en vrai, ils l'ont toujours fait. Ouais. C'est pas nouveau, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est sur Internet, quoi. Bah, c'est juste, voilà, ça c'est pas à leur portée dans un téléphone directement. Mais avant, si on regarde bien, ça passait même à la télé. Je sais pas si vous vous souvenez de Jackass. Ouais, sur MTV. Ouais. Bah, en vrai, c'est Il le y a un même mec principe. de Jackass qui est mort. Bah, tu vois. Ouais. C'est faire des trucs super dangereux et être filmé Après, et je rendre trouve ça que super ludique. Jackass, c'est pas destiné aux enfants. Ouais. Tu vois, là où TikTok, enfin, j'ai Ouais, mais l'impression que... TikTok, c'est pas destiné aux moins de 13 ans. Et pourtant, beaucoup d'enfants de moins de 13 ans ont un compte. Non, c'est vrai, Je c'est pense vrai. que MTV, c'était la même chose. Il y avait écrit moins de, je sais pas, Ouais. peut-être Je crois 16 que c'était ans. moins de 16 ans à l'époque Ouais, et tout, voilà. mais pour autant, ça peut. Mais combien tu peux d'enfants regarder, de quoi. moins de... Enfin, moi, j'ai regardé, j'avais moins de 16 ans. Ouais, tu moi vois. aussi, clairement. Et du coup, il y a ça. Et même avant ça, est-ce que vous vous souvenez du jeu du foulard? Bien sûr, Ouais. et ça a provoqué énormément de décès. Ouais, bah voilà. Et en gros, ce jeu, ça consiste du coup à s'étrangler seul ou en groupe. Et pareil, dans le but de tenir le plus longtemps possible et de ressentir un peu les sensations d'étourdissement, ou même jusqu'à s'évanouir. Oh. Et pareil, les conséquences, elles ont été très graves. Il y a eu beaucoup de morts. Et à ce moment-là, par exemple, il n'y avait pas TikTok. C'est juste que c'était juste plus visible et plus maîtrisable des adultes parce que ça se passait dans la cour de récré. Mais du coup, qu'est-ce qui change avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui? C'est juste l'écho en fait que ça peut avoir parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, presque tous les enfants de moins de 13 ans ont accès directement depuis un smartphone à ce type de compte, quoi. Ouais, mais tu vois, il y a un truc que je comprends pas non plus, c'est que en vrai, les enfants, ils sont conscients de cette dangerosité, du danger. Donc je me demande pourquoi ce mimétisme. C'est un effet de mode en fait de risquer sa life. Ouais, mais après c'est dans leur nature même, tu vois, c'est dans la nature même des c'est pour adolescents. appartenir à un groupe, Voilà, je tu vois, pense. de vouloir appartenir à quelque chose vraiment et de reproduire ce qui a été fait par les autres. Et en fait, ils sont aussi dans une sorte de déni. Ils disent que ça peut arriver qu'aux autres et pas à eux. Et c'est normal en fait, parce que leur cerveau, il est pas terminé. Non, c'est vrai. En plus, c'est présenté comme un jeu, tu vois. Bah ouais. Et en fait, ils sont dans l'immédiateté, ils ont du mal à se rendre compte des conséquences de leurs actes. Et en fait, on ne dira jamais assez, mais en fait, suivez pas ces challenges. Soyez à la mode, je sais pas moi, sur les dernières baskets, faites-vous les cheveux bleus, rasez-vous la tête. Pour appartenir à un groupe, tu vois, si vous y tenez. Dans les cheveux rasés. Mais voilà, mais du coup, suivez pas ces défis débiles et dangereux sur Internet, quoi. C'est clair. Et du coup, comment on les prévient, ces enfants? Bah, pareil, on le dit jamais assez, mais en fait, la prévention, elle se fait partout, que ça soit à l'école, à la maison, chez un médecin, chez son voisin, j'en sais rien. Mais en fait, je pense aussi que c'est aux parents d'être vigilants et d'avoir le contrôle sur la vie virtuelle, entre guillemets, de leurs enfants. Et c'est tout bête, mais ça passe aussi par le fait de s'intéresser au contenu qu'ils regardent. Et pas forcément les juger, parce qu'il y a plein de parents qui se disent « Ah, vas-y, c'est encore des conneries d'internet et tout ». Mais en fait, c'est à ce moment-là que les enfants, ils vont avoir du mal à leur montrer ou juste à leur dire « Oh, regarde, j'ai vu telle vidéo, c'était un peu chelou ». Et je trouve que plus tu t'y intéresses, moins il y aura de tabou sur ça et plus tu pourras communiquer sur ça et faire de la prévention, justement. Ouais, c'est clair. Mais vous savez que l'année dernière, le ministère de l'Intérieur a carrément pris la parole sur Twitter, donc X aujourd'hui, face à l'existence d'un nouveau défi qui était aussi dangereux sur TikTok. Je vais vous dire le nom du défi, le Labello Challenge. J'en ai entendu Ah, parler. mais c'est le truc de Kylie, non?
Non, ça c'est un autre truc dangereux. Non, je vois ce que tu veux dire, le truc de la bouche là. Non, c'est pas ça. En fait, le Labello Challenge, dans ce challenge, une personne est censée se filmer en train de deviner le goût du baume à lèvres d'une autre personne. Okay. Et en fait, les règles du jeu, elles ont carrément été détournées dans un but morbide. Et en gros, les utilisateurs qui arrivaient à la fin du tube de Labello devaient se suicider. En gros, ils se filmaient tous les jours en train d'en mettre. C'est ça. Et en gros, je sais pas moi, ton Labello, si t'en mets 5 fois par jour, bah il va tenir 3 semaines. C'est ça. Et bah à la fin des 3 semaines, l'objectif c'était de donner la mort. Quoi. Non, mais j'ai pas les mots. Okay. Mais du coup, bon, il y a pas eu de mort. Surtout, je comprends pas comment on est passé de ça, genre deviner le goût, à ça, tu vois. À mourir à quelle heure? Mais clairement, non, je sais pas. Je comprends pas. Bon, heureusement, il y a pas eu de mort à proprement parler des suites de ce challenge. Mais du coup, pour promouvoir la sécurité en ligne, le centre de sécurité TikTok propose aujourd'hui une variété de sujets et de guides pour aider les jeunes en ligne. Donc en fait, ils fournissent des informations et des conseils pratiques pour aider les utilisateurs à rester en sécurité, à aborder des choses comme justement ces défis avec un œil critique. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de TikTok, les filles? Pas assez contraignant dans tous les pour cas. moi c'est sympa, mais ça change rien. C'est comme TikTok, je crois que quand tu passes trop de temps sur la plateforme, ils te disent mais ça fait longtemps que tu es là. Bah, t'appuies sur OK. Comme les écouteurs, voilà, un petit peu trop fort. Voilà, tu passes à autre chose. Alors c'est un sujet qui va sûrement en intéresser plus d'un. Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, est jugée depuis mardi 28 novembre pour complicité dans l'enlèvement et la séquestration d'Estelle Mouzin en 2003, ainsi que dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parish en 1990. Alors si les noms de certaines de ces victimes sont connus, comme celui justement de la petite Estelle Mouzin, d'autres affaires restent malheureusement irrésolues et on saura juste jamais en vrai le nombre exact de victimes, puisque Michel Fourniret est décédé le 10 mai 2021, donc il y a 2 ans, et donc il ne reste que Monique Olivier, celle qui sait tout et qui a probablement tout vu. C'est son ex-femme et au premier jour de son procès, elle a dit regretter tout ce qu'il s'était passé. En fait, Monique Olivier, c'est hyper bizarre parce que en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Autant elle peut paraître inhumaine, autant parfois elle semble terrassée par les remords. On peut apparenter son comportement à de l'emprise et c'est justement son argument de défense pour se dédouaner de ce pacte criminel. Sauf qu'en réalité, quand les échanges entre elle et Michel Fourniret ont commencé à l'époque, il était déjà en prison pour meurtre. On écoute justement Francis Nakbar, le procureur général de l'affaire Fourniret-Olivier, sur le plateau de LCI. Elle nie ce pacte criminel, elle se présente comme une victime qui a été dominée, qui a été soumise. Vous dites que c'est faux, c'est de la manipulation encore une fois. Comment elle peut dénoncer ce pacte criminel puisque elle-même y souscrit et indique par écrit à Michel Fourniret, avant même de l'avoir rencontré physiquement, il y a plus de 200 lettres échangées entre eux sur à peu près sur plusieurs mois, presque une année. Elle dit « Je serais tellement fière de seconder mon fauve ». Oui. Si c'est pas tous les jours qu'on peut être attaché à un tel fauve. Exactement. C'est pas tous les jours qu'on peut être attaché à un tueur en série. Et vous savez, ça a un nom. Et ça s'appelle le syndrome Bonnie and Clyde. Bah ça m'étonne pas. Ouais, Bonnie and Clyde. C'est ton gars ça? Mais pas du tout là. Allez, t'aimes bien Gainsbourg. Bah en fait, le syndrome Bonnie and Clyde, ce sont des femmes amoureuses de tueurs. Elles sont entre fascination, besoin d'attention et volonté de sauver, je pense. Et toi, Leïla, tu as des informations sur ces femmes? Ouais, déjà, on va commencer sur les réseaux. En fait, je suis tombée sur des comptes de killer groupies. Est-ce que vous connaissez? Bah des groupies, tout est des dans killers. Le nom. Ouais. Voilà, des groupies de killers. En gros, c'est des comptes Twitter, Insta, TikTok tenus par des jeunes filles qui publient des edits, des photos ou des citations de tueurs en série qu'elles trouvent beaux. En fait, c'est le même principe que les comptes fans de Justin Bieber, par exemple. Et en fait, je me suis demandé comment et pourquoi certaines femmes étaient fascinées par les tueurs et allaient même jusqu'à nouer des relations avec eux pendant qu'ils étaient en prison. Mais oui, attends, mais tu sais qu'il y a plein de criminels qui sont grave courtisés en prison et carrément, ils reçoivent même des demandes en mariage. Non, mais ça, c'est une dinguerie parce qu'en gros, par exemple, le tueur en série Landru, est-ce que vous connaissez? Non. En gros, on le surnomme un peu le barbe bleue de Gambé. Donc, c'est un Français. Il est connu pour avoir assassiné une dizaine de femmes. Et en fait, entre 1919 et 1922, pendant qu'il était en prison, il a reçu 800 demandes en mariage. Wesh. Donc, c'est énorme. Et en fait, il n'y a pas que lui. Il y a aussi Charles Manson qui recevait plus de 20 000 courriers d'admiratrices par an. Et en fait, le pire, c'est qu'aujourd'hui, il est concurrencé par Luca Magnotta. Donc, lui, on le surnomme le dépeceur de Montréal. Ouais. Et en fait...
En fait, c'est des relations un peu cheloues, tu vois. Et il y en a des tas, des comme ça. Il y a même en Argentine une meuf qui a épousé le tueur de sa sœur jumelle. Tu mens, Léa, tu mens. Non, je te promets. Mais c'est comme le Landais quand il a trouvé une copine pendant son procès. Non mais oui, c'est le même principe. Il y a même, bon, c'est des rumeurs, je sais pas si c'est vraiment avéré, mais il y a Jonathan Daval, vous savez, celui qui a tué sa femme il y a 3 ans. Lui, en fait, donc, il a été condamné en 2020 à 25 ans de prison du coup pour le meurtre de sa femme, et apparemment il serait de nouveau en couple. Ouais, mais ça m'étonne. Ouais. Mais en même temps, s'il y a des killer groupies qui sont là pour leur envoyer des lettres et tout. Mais elle cherche quoi? Non, mais sérieux, elle cherche quoi ces femmes? Non, mais vraie question. Wesh. Il y a des gens, ils sont célibataires, il y a des tueurs en série, ils sont en couple. C'est comment? Mais bon, c'est plus profond que ça. En fait, elles font de l'hybristophilie. Donc en fait, c'est le fait qu'une femme soit attirée par un homme reconnu de crimes horribles. Et en fait, en gros, elles vont chercher à entrer en contact avec eux. Mais attention, en fait, parce que c'est pas une maladie, même si au premier abord, on dirait. Et en fait, ça montre tout simplement une grande solitude affective. Et elles ont aussi, en fait, le besoin de se sentir rassurées par le manque de liberté du prisonnier. Bah, qu'elle date, du coup. Genre, elle date. Bah ouais, elle date par lettre. Et en fait, le fait qu'ils soient privés de liberté, ça va quand même créer une barrière entre eux, ce qui va les protéger. Et en fait, il y a aussi une sorte de fétichisme parce qu'elles ont une fascination pour la puissance des crimes commis. Et en fait, elles voient ces criminels comme des hommes extraordinaires et super puissants. Et en fait, ces femmes, elles se sentent aussi privilégiées parce qu'en fait, elles sont les seules à comprendre les tueurs en question, comme l'expliquait du coup Stéphane Bourgoin. Donc, c'est un auteur spécialisé dans les faits divers et il était au micro du HuffPost. Et puis, il y a aussi cette attraction et le phénomène, elles se disent qu'elles et elles seules vont trouver l'être humain qui se cache derrière la figure du monstre, entre guillemets. Après, moi, ça me fait penser à un truc, mais je trouve qu'en même temps, il faut pas dire monstre, parce que c'est comme ce qu'elle disait Adèle Haenel en disant qu'en rendant les gens monstres, on oublie que c'est des gens en fait normaux, tu vois. Oui, et en gros, ça les sacralise un peu en mode ils sont au-dessus de tout, ils sont capables de faire des choses horribles que le commun des monstres. Voilà. Mais tu vois, justement, Michel Fourniret, avant son décès, donc en 2021, il était super content, et même tout au long de ses années de prison, il était super content de pas pouvoir donner, enfin de ne pas donner les lieux exacts. Il se jouait des flics en fait. Ouais. Oh, je me rappelle pas, je sais pas trop, tu sais où il mettait les corps, parce que pour lui en fait, on l'appelait l'ogre des Ardennes et ça lui plaisait. En fait, c'était un kiff pour lui. Bah oui, c'est le genre de ça les déshumanise, alors que si ça peut être pas n'importe qui non plus. Mais... C'est ça. Et il y a aussi des épouses qui sont devenues des complices. Bah oui, Monique Olivier du coup, qui a commencé du coup en écrivant des lettres à Michel Fourniret pendant sa première incarcération, puis à lui rendre visite et qui s'est mise à participer à ses meurtres. Ouais. Et pour en citer d'autres, il y a l'épouse du tueur des collines, comme on le surnommait. En fait, elle est allée jusqu'à commettre des meurtres dans les mêmes conditions que celles de son mari pour faire croire que son mari, qui était en prison, était innocent, tu vois. Waouh. Est-ce que ça, c'est des relations d'emprise? Bah, en fait, il y a certains spécialistes qui estiment que les tueurs en série sont incapables d'avoir des relations sincères et qui cherchent toujours à manipuler. Et en fait, on remarque que c'est souvent des relations avec des écarts d'âge quand même assez importants. Et en gros, c'est toujours plus simple de manipuler quelqu'un de plus jeune. Et par exemple, Marc Dutroux, lui, la plupart des filles qui lui écrivaient en prison, elles avaient l'âge de ses victimes. Donc ça en dit long. Et en fait, après, est-ce que l'emprise peut tout excuser ou peut excuser certains comportements et certaines actions ? Bah, personnellement, j'en suis pas sûre. Et je pense que c'est tellement plus complexe que ça. Mais en fait, pour Monique Olivier, j'ai du mal à comprendre comment elle a pu rester des années aux côtés d'un tueur en série qui la frappait pas, qui la menaçait pas et dont elle n'était pas dépendante financièrement. Je me demande aussi comment elle a pu, du coup, l'accompagner dans ses viols ou les meurtres, etc. Et je me dis juste que, en fait, c'est l'autre ogre des Ardennes. Ouais, non, mais clairement. Et après, bon... Je suis sûre que c'est plus complexe que ça. Bien si il y avait juste mon opinion qui comptait, bah, elle serait... Mais tu vois, elle serait toujours en prison, tout simplement. T'as dit un truc, on verra ce que la tournure du procès va donner. Ça va se terminer cette semaine. Ouais. Et t'as dit un truc super intéressant. T'as dit c'est l'autre ogre des Ardennes. Mais en fait, moi, je pense même que sans elle, il y a plein de meurtres qui n'auraient jamais eu lieu. Parce que elle attirait les victimes parce que c'était une femme. Donc les filles leur faisaient confiance. Ouais. Et ils ont eu un enfant qui s'appelle Selim, qui est censé du coup témoigner demain. Et elle, quand elle était enceinte, tu vois, forcément, elle paraissait beaucoup plus vulnérable et tout. Et elle apaguait les filles, notamment sur le bord de la route, en mode est-ce que tu peux nous aider, etc. Je suis enceinte, etc. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. Et je pense que moi-même, limite, elle est encore plus vicieuse que son mari. Enfin, même si lui, c'est un fou. Voilà. Mais l'un ne va pas sans l'autre, tu vois, Bonnie and Clyde, en gros, clairement. Et moi, je sais pas si elle finira par parler.
En tout cas, je vais suivre ça de très très près. Ouais, moi aussi, Croyez-moi, on va vous tenir informés. Hybristophilie, donc les femmes qui sont amoureuses des tueurs. Bon, ok, bon, c'est un fait. Hein. Mais du coup, ces histoires, elles passionnent énormément de monde, à commencer par ceux qui aiment les programmes true crime. Les filles, vous aimez bien ce genre de programme ? Moi, j'aimais bien avant, mais maintenant, je peux plus. J'ai plus le cardio pour... Non, mais... Maintenant, ça commence à me faire vraiment peur. Ouais, non, mais je suis consciente du danger. Moi, j'ai jamais aimé. Franchement, ça me gêne de parler des morts que je connais pas. Enfin, je trouve ça bizarre, moi. J'aime pas. Moi, je comprends. Moi, je déteste. J'ai hyper peur. J'ai beau... franchement, même quand j'étais petite, en fait, ma grande sœur, elle était passionnée de ça. Et vous savez, quand on est petite, on veut tout faire comme notre grande sœur, grand frère et tout. Et j'étais tout le temps collée derrière elle. Je voulais tout faire comme elle. Et elle regardait tout le temps Faites entrer l'accusé. J'avais trop peur, mais je regardais. Du coup, je suis traumatisée. Moi, les trucs de reconstitution... Ouais, moi, les reconstitutions, tout le temps, ça me fait trop peur. Mais, par exemple, je vais pas avoir trop peur des délires de meurtre et tout. Ouais. Mais des délires d'enlèvement, je suis en mode, mais oula, oui, ça, mais si je sors, mais ça c'est peut marrant m'arriver. parce que, en général, c'est les femmes qui aiment ce genre de programme, justement. Et nous, toutes les trois, on n'aime pas, mais apparemment, ça fait du bien par rapport à la violence. Mais moi, j'ai vécue, des quoi. copines. Bien J'ai sûr. des copines, c'est des psychopathes. Bien sûr. Mais quand je vous dis psychopathes, c'est que maintenant, elles peuvent faire un meurtre tellement elles ont regardé des trucs. Mais oui, parce qu'on apprend finalement leur espèce de méthode assez fou. La pire, je crois que, donc je me souviens, c'est l'histoire d'un mec qui a enlevé des enfants dans une colonie de vacances. On s'arrête là Jusqu'à aujourd'hui, on j'ai sait trop pas. peur des enlèvements. Elle est là, le mec qui a... Les filles, je vous jure, je me suis littéralement fait dessus. Mais le crime parfait n'existe pas. Non, mais comment ils ont monté le bail avec la reconstitution, la voix, les ombres. Non. À l'époque, à la télé, on pouvait d'ailleurs retrouver les enquêtes impossibles et c'était présenté par Pierre Bellemare. C'est une journée d'hiver froide et venteuse. Un homme quitte la chaleur de sa maison pour récupérer des branches de pin qui compléteront le décor des fêtes de Noël. Mais ce qu'il va découvrir va bientôt ébranler toute une communauté et les services de police locaux. Je coupe tout. Non, mais j'ai ça pas le cardio. Sa voix est magnifique. Moi, j'écoute et j'écoute pas l'histoire. Mais parce qu'elle a jamais regardé de trucs de meurtre, je pense. Mais de ouf, tu sais, quand j'ai coup, choisi elle l'extrait là. Elle se dit un petit papy, mignon, sympa, voix grave. Enfin, bien de Pierre. Mimi, tout ça. Mais tu sais, quand j'ai choisi l'extrait, j'étais en mode meuf, va pas trop loin non plus. Parce que t'as vu, 8 secondes, ça suffit. Je peux pas. Ça me rappelle des souvenirs, je peux pas. Tu vois, vraiment. Il est 23h le soir de Noël. Non, moi, je peux pas. Mais vous savez que ça, c'est des émissions que vraiment les gens kiffent. Mais vraiment, les gens kiffent. Et nous, on connaît toutes au moins une histoire qui nous a passionnés. Déjà, il y a l'affaire du petit Grégory, il y a l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, en passant par celui que tu as cité tout à l'heure, Luca Rocco-Magnotta, donc le dépeceur de Montréal. Et d'ailleurs, les filles, quand j'étais en terminale, j'ai regardé la vidéo avec les gens de ma classe. On a regardé parce qu'elle était accessible sur Facebook. Non, c'est une dinguerie. Non, mais t'as vu ça, c'est le voyeurisme. Et du coup, on a toujours suivi ces programmes à la télé. Et maintenant, c'est sur YouTube que ces histoires fascinent. Et il existe ce qu'on appelle des YouTubers True Crime. Donc eux, en fait, ils déterrent avec effroi des affaires récentes de disparition, de meurtres, tout ça. Flo, comment est-ce qu'on peut expliquer leur succès fulgurant à ces YouTubers ? Mais comme tu le dis après le petit écran, le True Crime, c'est ça sur YouTube et ça cartonne. En même temps, c'est pas étonnant puisque la plateforme permet d'à la fois surfer sur la niche des faits divers qui sont déjà hyper valorisés et sur la passion de l'infotainment en fait. Résultat, ces récits d'histoires criminelles réelles suscitent un engouement monstre et sont souvent regardés par des femmes comme on disait et aussi incarnés par des femmes. Et vous, est-ce que justement vous regardez sur YouTube aussi ou pas du tout Moi j'ai été une des premières abonnées je pense de Victoria Charlton. La youtubeuse la canadienne. Ouais. Elle raconte super bien. J'ai déjà eu à regarder mais de moi-même jamais. Mais moi je regardais, je mettais les playlists en... Il y a des gens, ils écoutent de la musique. Moi j'écoutais les vidéos de Victoria Charlton. Et tu te lissais les cheveux tranquillement en regardant ça tranquille. De voir, ça révisait le bac et tout. En tout cas, de Marc Dutroux à Xavier Dupont de Ligonnès, rien leur échappe. Et sur fond de piano funèbre ou crissement de violon, ces histoires souvent atroces et sordides sont racontées de manière hyper cosy, comme on raconterait, notre voyage aux îles Canaries à des copines. Exemple avec une vidéo de Megan Morgan. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et je suis comme toujours ravie de vous retrouver pour une nouvelle affaire criminelle. Et j'ai d'autant plus hâte que la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu différente des autres. Je vous explique, depuis que j'ai commencé ma chaîne il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, mon projet de base était de mêler le true crime et le maquillage qui sont mes 2 passions. Donc là, la suite de la vidéo, c'est elle qui se maquille et qui raconte du coup l'histoire d'un enfant qui est mort. Est-ce que ça vous choque du coup Non, par contre ça je peux pas.
Ouais. En vrai, c'est une dinguerie quand tu imagines, toi, 2 secondes être à la place de ses parents. Ah mais ouais, moi aussi. Juste ça. Je trouve ça un du peu tout humain, déplacé. quoi. Bah, clairement. Et d'ailleurs, dans les commentaires, beaucoup d'internautes ont pointé du doigt un manque de respect, et c'est pas la seule qui est critiquée pour ses entre guillemets maladresse, on va dire. Il y a aussi une tendance au sensationnalisme, tu vois, avec des titres racoleurs comme quand la mort d'une jeune sud-africaine tuée en 2005 devient alors le meurtre sauvage qui a choqué tout un pays en majuscule, ou alors l'histoire d'un adolescent accusé de meurtre se résume en à 14 ans, il viole et tue sa propre cousine, toujours en majuscule. Ouais. Et en fait, pour jouer sur ce côté spectacle, certains n'hésitent pas aussi à utiliser des miniatures de vidéos flanquées avec des visages de victimes et des décors sombres avec des autres détails sordides, et tout ça pour des vues en fait. Là, il y a une dinguerie, c'est qu'il y a un youtubeur qui est carrément allé poser devant la tombe du petit Grégory. Grégory Villemain. Horrible. Et justement, comme tu le disais, pour les familles, c'est épouvantable parce que la plupart sont en permanence sur Internet à la recherche d'indices. Et en fait, avec les algorithmes, ces vidéos remontent en premier. Et bref, c'est un traitement des affaires qui, visiblement, plaît aux gens en quête de voyeurisme, mais fait souvent beaucoup de mal aux proches des victimes en fait. C'est normal. Heureusement, il y a certains youtubeurs qui ont quand même de la retenue. Et eux, carrément, ils ont pour ambition de refaire surgir la vérité ou rouvrir un code caisse en déterrant ces affaires. Certains produisent un travail qui pourrait s'apparenter à du journalisme amateur. Ils s'informent, parfois échangent avec les familles, obtiennent leur consentement, comme Victoria Charlton, du coup, on en parlait. Elle avait été invitée sur France Info après la sortie de son livre Gardez l'œil ouvert, son credo. Elle racontait en gros que son rôle, c'était un rôle de vulgarisation. D'accord. Ouais, en plus sur YouTube, c'est sûr que ça... sur YouTube, je suis assise dans mon salon parfois, puis je raconte ces histoires, puis je le fais vraiment sans prétention. Parfois, je peux me tromper, mais je pense que c'est ça, j'ai une manière peut-être de rejoindre mon public qui rend les histoires plus intéressantes. Mais vous savez que Victoria Charlton, elle me stressait parce qu'à la fin de ses vidéos, elle disait « Et barrez vos portes !» Tu vois, en mode « Faites attention !» tu vois. Il manque plus que t'habites au rez-de-chaussée. Voilà. Mais en tout cas, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais on peut l'entendre dire très sincèrement que parfois, elle peut se tromper. Et à mon sens, en fait, tout le monde peut se tromper, qu'une personne soit légitime ou pas, mais le souci avec ces récits qui sont très durs et très intimes, c'est que les imprécisions et les erreurs sont presque impardonnables, en fait. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, au Québec, puisqu'elle est canadienne, la police a déjà fait retirer la vidéo d'une youtubeuse qui était française, après qu'elle ait diffusé une interview erronée dans une affaire de disparition. Donc déjà, très dangereux. Et ça a mis la famille dans tous ses états. Et surtout, ça aurait pu nuire à l'enquête. Exactement. Et d'ailleurs, pour la journaliste et membre de l'association de la presse judiciaire Isabelle Orlan, en fait, c'est trop facile. Elle expliquait dans un article Slate, je cite, « Ce sont des filles qui n'ont jamais mis le pied dans une gendarmerie ou un commissariat, qui n'ont jamais interviewé un prévenu, suivi un procès, reniflé l'odeur d'une cour d'assises où se mêlent la peur et la tragédie. Il faut avoir une certaine expérience et une connaissance du droit pour parler de certains cas difficiles. » Est-ce que vous partagez son point de vue, vous est-ce qu'ils vont trop loin, en fait, ces personnes qui veulent... moi, je trouve que relater des faits parce que tu t'es renseigné sur Internet et tout, et que c'est quelque chose que tu veux vulgariser, comme tu dis, je l'entends. Mais faire des démarches toi-même, comme si tu étais un professionnel de l'enquête, ou que tu pouvais apporter des choses en plus que la justice n'a pas trouvé, déjà, je trouve ça prétentieux. Et parfois, en manquant de respect, en faisant des erreurs. Et en plus, souvent, c'est des gens qui... Je sais même pas comment le dire, parce que c'est au-delà de manquer de délicatesse, tu vois, mais c'est vraiment s'introduire dans la vie des gens, c'est vraiment fait de manière sale et moche. Tout ça pour les vues, pour potentiellement l'argent sur YouTube, etc. Peut-être que pour eux, c'est un amusement parce que ça leur plaît, je pense, de consommer ce type de concept, et du coup, il y a un côté vraiment... mais il y a ce truc-là où... Pourquoi tu te crois au-dessus des autres parce que j'ai l'impression qu'aussi, c'est des histoires qui n'ont pas l'air réelles. Elles sont tellement fortes. Pour eux, oui, c'est tellement ouf. Des gens et tout. Exactement. Ouais, c'est clair. Parce que même moi, quand je les regarde ou que je les écoute, je me dis mais non, mais what, tout paraît absurde en fait. C'est vrai que en fait, on est loin de tout ça parce qu'on voit ça à la télé, etc. C'est des affaires dont on a entendu parler, etc. Mais ça nous touche pas. Qui sont quand même extraordinaires. Et qui sont extraordinaires. Ça arrive. Quoique, j'allais dire, ça arrive pas à côté de chez nous, mais en fait, en vrai, si. Oui, mais dans le sens où... Ça peut, en tout cas, mais en tout cas, c'est totalement déshumanisant de faire ça. Tu peux pas te permettre de te maquiller, parler de la mort d'un petit, alors que peut-être la mère va tomber sur les trucs. Enfin, à un moment donné, il faut se calmer. Internet, doser les gens. Petite question avant de terminer l'émission. Selon vous, Xavier Dupont de Ligonnès est vivant ou pas? Vraie question. Mais en plus, la dernière fois, je suis tombée sur une vidéo d'une meuf qui disait, alors moi, j'ai été voir un voyant. Ah oui. Il m'a dit. Mais oui. Et puis tous les ans, on pense l'avoir vu à quelque part, etc. Donc, mais oui. je
Je sais pas, j'en sais rien. Flo, tu sais qui c'est? Oui. Attends, parce qu'elle me regarde en mode oh, meuf, flemme. Non, j'avoue, c'est une question qui je ne fascine. sais pas, je ne suis pas keuf. Ouais. Je sais pas. Moi aussi, je sais pas. Mais c'est vraiment un sujet, enfin je me rappelle, c'était quoi, il y a peut-être 2-3 ans, on pensait l'avoir retrouvé, je crois, en Écosse, mais il faut voir comment tout le monde en Mais parlait sur les t'imagines le réseaux. mec que tout le monde a pris pour Xavier Mais Dupont le de Ligonnès. En plus, il avait rien à voir, même pas du tout Ça la doit même être tête. horrible d'être son c'est un- sosie. Mais comme il y a plein je de crois théories qu'ils se ressemblaient de, même pas. que maintenant il aurait fait une greffe et machin. Ah mais il y a plein de théories. Tu vois, c'est pour dire à quel point ça fascine les gens en fait. C'est pas drôle parce que ça devient drôle justement, tu vois. Horrible. Bon allez les filles, il est 20h53, la pluie et le beau temps c'est fini pour aujourd'hui. Merci Nico, t'as géré comme d'habitude à la régie. Si vous avez kiffé l'émission, en attendant qu'on revienne mardi prochain, vous pouvez nous écouter en podcast sur le site et l'application Radio France. Vous pouvez aussi nous regarder sur sur la chaîne YouTube de Move, la deuxième chaîne de Move. On se retrouve mardi prochain à partir de 19h pour une nouvelle émission So Sweet, So Chill. Dès demain 6h, retrouvez Virginie et toute sa team dans la matinale, on n'est pas fatigué. Ils vont recevoir Tristan Lopin pour la promotion de son spectacle Irréprochable. On vous laisse sur un son de Charlotte Cardin feat. Laylo, Real Love. Ensuite, ce sera Chris Brown, Under the Influence, pour finir avec Ronicia feat. Niska, I Got You. À mardi prochain. Bisous.